Voilà, merci, bonsoir. En fait, moi, j'étais parti pour une présentation en deux grandes parties, compte tenu de l'intitulé même de la question. C'est-à-dire qu'il mettait un peu en phase l'architecture africaine de paix et de sécurité avec, avec la réalité donc qui est des armées nationales républicaines articulées à des pouvoirs légitimes. Alors, ce que je vais faire, je vais abandonner carrément la première partie, qui est l'architecture de paix et de sécurité, ou simplement survoler. L'architecture de paix et de sécurité, c'est, si vous voulez, le moyen qu'a imaginé l'Union africaine dans les années 2000-2002 pour faire face justement au problème des conflits dans les 4 grandes régions qu'on appelle les CER, c'est-à-dire les centres économiques régionaux. Mais malheureusement, il y a un premier constat à faire dès le départ, c'est que très vite, on se rend compte qu'il y a un déphasage important entre la nature des conflits tels que l'APSA, l'architecture de paix, avait prévu, et, si vous voulez, les différentes réalités nationales. Donc, ça ne va pas fonctionner. Donc, un concept qui a été, si vous voulez, lourdement financier, y compris par le FED, le Fonds européen de développement, mais qui n'empêchera pas les conflits de naître et puis le continent de toujours donner le spectacle désolant que nous avons. Alors, sur la question de la militarisation, qui est aujourd'hui au cœur, à mon avis, de nos discussions, il faut savoir que l'Afrique, elle est à un tournant auquel le monde entier n'échappe pas. C'est-à-dire qu'il y a un tournant géostratégique majeur. Et dans les années 70-80, qui étaient les années des coups d'État et des mutineries, eh bien, les interventions militaires bénéficiaient d'une certaine compréhension. Parce que tout simplement, ça correspondait, si vous voulez, à des héritages de la colonisation, à des fractionnalismes politiques et des rivalités ethniques. Et aujourd'hui, disons à partir des années 90, on a recensé 19 conflits majeurs dans 17 localités, dans 17 pays africains, parmi lesquels un seul conflit est de nature interétatique. C'est-à-dire, contrairement à ce que l'architecture africaine avait prévu, il y en a un seul. Donc, on change carrément de paradigme par rapport au conflit. Les menaces sont donc internes, exigeant souvent d'autres types de réponses que celles purement militaires. Eh bien, c'est dans ce contexte que le coup d'État du 22 mars intervient à Bamako, alors que le régime d'ATT était à 2 mois de la fin du mandat officiel. Je pense que il faut qu'on regarde d'un point de vue malien la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la nature réelle de la crise au Mali? Est-ce simplement une crise de gouvernance ou est-ce simplement une crise sécuritaire ou les deux à la fois? Eh bien, rapidement, on s'est convaincu que ce qui était parti pour être juste une mutinerie de soldats qui étaient mécontents si vous voulez, des défaites de l'armée malienne sur le terrain, s'est transformé en un coup d'État militaire qui a fait chuter le régime. Et
immédiatement, il fallait arrêter cette descente aux enfers. Et c'est par rapport à cette urgence que la CEDEAO est entrée en ligne de compte avec des fortunes diverses et a mis au point avec la junte le fameux document qu'on appelle accord cadre. L'accord cadre était devenu, si vous voulez, le document qui réglait la vie de l'État, la vie constitutionnelle du Mali. Mais on se rendra compte plus tard que cet accord cadre, je ne sais pas, peut-être conçu dans la précipitation, recélait lui-même beaucoup de germes de conflits, dont les premiers sont apparus au sein même des organes que cet accord a mis en place. Et il s'agit du président de la République qui, selon l'accord cadre, devait venir suite à la démission du président par un système constitutionnel, et puis le président de l'Assemblée assurerait l'intérim pendant un temps qui ne correspondait pas à un temps suffisant pour le faire, et dans tout ça, avec un Premier ministre qui détient les pleins pouvoirs. Donc, vraiment, c'était un cafouillage total. Mais qu'à cela lui tienne, les Maliens, dans le fond, sont des gens qui tiennent à la paix. Ils n'aiment pas les soubresauts. Et c'est vraiment en ultima ratio qu'ils recourent à ça. Donc, c'est comme ça que la junte va accepter le compromis proposé par la CEDEAO, qui consiste en échange de son retrait, de son abandon formel du pouvoir, à mettre en place des institutions qui ne sont pas des bonnes institutions, mais qui sont des institutions acceptables, c'est-à-dire l'Assemblée qui reste, l'Assemblée nationale existante, elle va être prorogée. Tous les mandats, en fait, en cours de fin de validité vont être prorogés d'1 an, qui correspondrait à la période de transition. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, entre le Premier ministre, le président par intérim et ce que les autres appellent, les gens appellent le troisième pôle, qui représente le pôle des militaires, qui, il faut le dire, se sont depuis formellement mis à l'écart, parce que le capitaine Sanogo n'exerce pas officiellement de fonction. Il est le président du comité militaire pour la réforme des armées. Et ce comité était prévu dans l'accord cadre. La création de ce comité existe dans l'accord cadre du 6 avril. Et donc, ce comité a été créé et le président de la République a signé le décret faisant du capitaine Sanogo président du comité. Officiellement, il n'a que ça comme fonction. Mais il ne faut pas se voiler la face. Sanogo a quitté le pouvoir sans le quitter. Il a conservé la possibilité de nommer ces hommes dans le gouvernement. En fait, tous les hommes en uniforme qui sont dans le gouvernement répondent de Sanogo. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra lui-même est la première volonté de Sanogo. C'est Sanogo qui est allé chercher Cheikh Modibo Diarra. Et en le faisant, il était convaincu que ce serait vraiment l'homme, si vous voulez, qui va faire des miracles. Parce qu'en réalité, objectivement, Sanogo avait intérêt à ce que la situation marche le plus rapidement possible. C'est-à-dire, il avait intérêt à ce que, d'abord, on puisse régler le problème du Nord, que le pays retrouve son intégrité territoriale et que des élections s'organisent vite. Quelles étaient ses intentions? Voulait-il tout cela pour qu'après, il en engage le bénéfice et revenir par la suite? Point d'interrogation. Toujours est-il que ce qu'on a vu dans la réalité, c'est que le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a pris ce qu'on appelle la grosse tête.
Il a pris la grosse tête. Il a voulu s'accaparer de l'ensemble du périmètre du pouvoir, y compris souvent au détriment du président par intérim, qui a laissé faire. Qui a laissé faire, lui, en vieux loup politique, se disant, il va bien finir par se fatiguer et arriver au bout. Et je pense que c'est bien ce qui est arrivé parce que le Premier ministre a réussi, à se mettre radicalement à dos le capitaine Sanogo. Et je n'étais pas à Bamako hier nuit, mais je suis persuadé que ce qui a été fait n'aurait jamais été possible si ce n'était une initiative de Sanogo. Voilà. Et comme ça a été dit, Cheikh Modibo Diarra s'apprêtait à prendre l'avion, peut-être même qu'il avait lui-même des présages, hein, parce que, comme je le disais tantôt, l'événement qui était en vue aujourd'hui était un événement de haute tension, de gros enjeux pour tous les acteurs, parce que cette concertation nationale avait vocation, si vous voulez, à déterminer, si vous voulez, les organes de la transition. C'est-à-dire, c'est après cette concertation qui doit rassembler l'ensemble des forces vives de la nation, qu'une feuille de route pour la transition, même la durée de la transition, ainsi que les organes de la transition peuvent être mis en place et bénéficier de la légitimité minimale nécessaire à conduire toutes ces actions. Et donc, c'était un rendez-vous, un carrefour de nœuds, si vous voulez, dans lequel le pouvoir militaire donc, du capitaine Sanogo a pris les devants. Il fallait prendre les devants parce que si ces concertations avaient lieu, il pouvait y avoir beaucoup de... Les risques étaient énormes, les risques de dérapage étaient énormes, surtout que ça se présentait très mal. Le président de la commission d'organisation étant le directeur de cabinet du Premier ministre, et puis la commission étant organisée de manière un peu chaotique, avec l'exclusion, volontaire ou pas, d'une bonne frange de la population et de la classe politique, en particulier de celle qui est supposée être anti-putschiste. Bref, il n'y avait pas, jusqu'à hier, de consensus vers les concertations. Et donc, l'action de stopper le Premier ministre en lui faisant dire lui-même sa démission, à mes yeux, apparaît comme un nouvel épisode sur lequel nous n'avons pas beaucoup de recul. Mais les éléments qui sont à ma possession en termes d'analyse me permettent de dire que à partir de maintenant, les choses vont s'accélérer globalement pour deux raisons. La première raison, c'est que les acteurs de la transition actuelle, tous les acteurs, les membres du gouvernement, le président de la République, sont tous des gens qui sont conscients que c'est une transition et que ça ne doit pas s'éterniser. Le président en a même fixé le terme que nous, à la Défense, nous avons pris comme, si vous voulez, comme une directive. C'est-à-dire le président a dit il faut un président élu avant le 22 septembre prochain. Donc pour nous, ça suppose que vraiment tout doit être fait pour que ça soit le cas à la date dite. Donc ça va diminuer, si vous voulez, moi je pense que ça va diminuer un agenda. C'est-à-dire, quand il y a trop d'agendas qui se chevauchent dans un même contexte, ça fait désordre. Celui du Premier ministre, il vient aujourd'hui en moins. Je ne considère pas que c'est un soulagement. Je ne considère pas que c'est un soulagement.
Mais au regard de la relation difficile que, en tout cas, les forces armées ont eue avec le Premier ministre pendant le temps que ça a duré, pour nous, c'est vrai que ce n'est pas quelqu'un qui faisait de grandes réflexions opérationnelles, ni même qui s'y intéressait. Ce qui fait que bon, les choses ont traîné en longueur. Il a joué un peu la communauté internationale contre l'armée, contre les forces. Parce que tout à l'heure, moi je préfère attendre la phase des questions. Quand on pense que l'armée malienne n'existe pas, ça c'est une grosse erreur. En fait, il faut se souvenir, il faut savoir que l'armée malienne n'a pas combattu. C'est-à-dire, l'armée malienne, elle s'est repliée. Elle s'est repliée et elle n'a pas combattu. Ça veut dire qu'il y a un potentiel qui existe. Bon, les raisons de ce repli, vraiment, on peut les discuter. Mais le plus couramment avancé, c'est que le dispositif en face était impressionnant au point qu'il fallait partir. Donc, je crois que je vais arrêter là, parce que j'ai épuisé le temps, et puis je mets à la disposition pour les questions. Parce que c'est là que l'actualité nous commande beaucoup de gagner du temps. Je vous remercie.